Bonjour à tous, donc j'essaie à nouveau de vous dire bonjour et d'introduire cette conférence. Donc je suis Bruno Pouget, un des associés de Mazars. Mazars est depuis quelques années partenaire avec beaucoup de joie de ce festival de géopolitique qui prend chaque année une nouvelle ampleur. Nous sommes une organisation internationale intégrée d'audit et de conseil présente dans 77 pays, bien évidemment en Afrique depuis plus de 20 ans. Donc nous sommes passionnés par les enjeux de géopolitique et je suis donc ravi d'introduire cette conférence qui va vous être donnée par Annie Chénaud-Loquet. Vous êtes géographe, donc géographe au sein du laboratoire de sciences politiques de Bordeaux qui s'appelle Les Afriques dans le monde. Voilà, donc le LAM. Et c'est à ce titre, donc pendant à peu près 40 minutes, vous allez nous présenter le thème qui est le vôtre, donc l'insertion de l'Afrique dans le cyberespace. Merci. Bonjour à tous. Donc, voilà, vous avez vu le titre. Alors, une petite introduction un petit rappel sur ce qu'est Internet. Internet, c'est un réseau des réseaux, c'est un réseau virtuel, mais il est appuyé sur du réel, et ça, on l'oublie souvent. Internet, c'est aussi du physique, des infrastructures, que l'on a tendance à oublier dans notre pratique de tous les jours. Je parle de notion de cyberespace, elle est plus étendue que celle d'Internet. C'est un espace créé artificiellement, en expansion, dont on ne peut plus sortir aujourd'hui parce que tous les ordinateurs sont connectés. Mais le cyberespace, c'est surtout un nouvel enjeu stratégique. Et beaucoup d'États n'ont pas pris encore la mesure de l'importance de ces enjeux stratégiques. En fait, Internet connaît deux problèmes politiques majeurs au niveau mondial, la sécurité et les modèles économiques des échanges entre les acteurs dont je vous parlerai plus tôt. En Afrique persiste aussi le problème de la connectivité. Donc je m'attacherai plus à la question de la connectivité pour l'Afrique. Alors en ce qui concerne les télécommunications et Internet, il est aisé de raisonner en trois couches. La couche physique, qu'est-ce que c'est que cette infrastructure? Qu'est-ce qu'il y a pour que les données circulent? La couche intermédiaire de gestion, l'infostructure, comment ça circule? Et les contenus aux services locaux, qu'est-ce qui circule? Je n'aurai pas le temps de m'attacher trop aux contenus aux services locaux, mais plutôt aux deux autres couches. Alors, première idée, les multinationales des pays du G8 dominent dans les trois couches des réseaux de télécommunications et surtout les États-Unis qui sont la plaque tournante des réseaux et des flux d'informations et des contenus mondiaux. Internet, c'est un monde invisible où joue la loi du plus fort. Ce n'est pas tout à fait vrai que c'est un réseau qui se reconstruit spontanément. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, les États-Unis qui ont créé, ou c'est créé l'Internet et qui contrôlent les structures les plus fondamentales de l'Internet, refusent totalement aujourd'hui d'entrer dans un quelconque cadre de régulation. Ils préfèrent une philosophie du multi-partnership, multi-stakeholder. Ils ont refusé le principe d'un accès égal à la conférence de Dubaï en 2012. Ils se sont retirés de la table des discussions parce qu'ils avaient été mis en minorité. L'Internet, c'est aussi l'héritage d'une conception ouverte, collaborative, qui est celle de l'IETF, Internet Engineering Task Force, qui continue à réunir des groupes d'experts pour résoudre des problèmes et élaborer des solutions. Ça, c'est donc Internet de manière générale. Alors, les flux de trafic, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps, mais là, on voit la différence, toute la diversité. L'Internet, ce n'est pas une toile mondiale uniformément étendue sur le monde, c'est plutôt une étoile avec des points dominants et des satellites. Quand on regarde, je pense que vous pouvez voir les chiffres, 40 648 bits par seconde pour les États-Unis, 16 000 pour l'Europe, et bon, etc. Et l'Afrique, 571 bits par seconde en ce qui concerne les flux de trafic. Donc il y a de très profondes inégalités dans le monde en ce qui concerne les flux de trafic. Alors, quelles sont les stratégies donc, du monde de l'Internet? Quelles sont leurs conséquences pour l'équipement de l'Afrique aux échelles internationales, nationales et locales? Donc ça va être, on va voyager du global au local en 40 minutes, j'espère. Il faut. Alors je parle d'enjeux parce qu'en fait,
Parler d'enjeux, c'est voir quels sont les rapports de force et de pouvoir, qui perd, qui gagne. Alors j'ai fait ce petit graphique qui concerne la téléphonie mobile, mais vous allez voir que la téléphonie mobile, c'est l'essentiel en ce qui concerne Internet pour l'Afrique. Je ne vais pas m'y attarder tout de suite, mais voilà, vous avez les échelles. À l'international, vous avez l'ONU qui joue un rôle important et les multinationales. Au niveau national, évidemment, l'État et puis les opérateurs. Au niveau local, la population et les petits opérateurs privés, les POP. Chacun a des enjeux différents, chacun a des stratégies et les techniques pour arriver à résoudre ces enjeux sont aussi particulières à chaque niveau. Et tous ces niveaux et ces acteurs sont en interrelation. Alors je ne vais pas tout développer, bien sûr, je m'attacherai à un certain nombre de questions en si peu de temps. Alors il faut quand même se rappeler qu'à l'échelle mondiale, on est dans une nouvelle donne. Nouvelle, elle n'est plus tout à fait nouvelle, elle a 20 ans, mais quand même, cette grande révolution des télécommunications, elle a 20 ans, pas plus, pas moins. Et c'est d'abord les innovations technologiques. Aujourd'hui, Internet, ce sont des débits extrêmement élevés, sans limite, qui a pu amener à la convergence. Internet est devenu le média des médias. La vidéo, la voix, les données, tout passe par les réseaux Internet. Et pour que tout passe par le réseau Internet, il faut quand même un accès large. L'accès à la large bande depuis quelques années, pour l'Afrique, l'année 2009-2010, ça implique un aménagement numérique des territoires. Internet avant était délocalisé, peu importe où étaient les infrastructures et les services. Aujourd'hui, parce que la distance est devenue un facteur important pour la qualité des flux, il faut un aménagement numérique des territoires. Il y a eu aussi la baisse des coûts et la libéralisation. Il faut savoir que le secteur des télécommunications était le laboratoire de la libéralisation dans le monde entier. Il y a eu les accords de l'OMC en 1997 avec l'ouverture des opérateurs historiques, avec de nouveaux opérateurs plus petits, plus souples, qui ont investi dans le créneau porteur, la téléphonie mobile, en négligeant ce qui étaient les réseaux physiques d'avant. Et on va voir qu'en Afrique, il n'y a pratiquement plus de réseaux fixes. Le rôle de l'UIT qui gérait le fonctionnement mutualisé des télécommunications pour faire court, c'est-à-dire que quand vous téléphonez, encore un peu, quand vous téléphoniez, les revenus étaient partagés entre l'émetteur et le récepteur, ce qui était une source de revenus importante pour les États africains. Eh bien aujourd'hui, c'est fini, puisque les flux de données passent par le réseau IP de façon de plus en plus, avec des coûts pratiquement nuls, mais uniquement supportés par l'émetteur du message. Mais les sources de revenus pour les États se sont aussi diversifiées. Alors, une nouvelle donne, ça a été aussi, ce développement d'Internet, surtout dans les Suds, a été porté par une véritable rhétorique du numérique, portée par les organisations internationales. On est allé de l'injonction à sauter les étapes à celle d'un espace propice au business. Au début, en 1995, 1996, la Banque mondiale, la CNUSED, avait un discours qui enjoignait les Africains à ne pas rester marginaux, à franchir la grande vague des nouvelles technologies, enfin tout un discours péremptoire qui a bien changé depuis. Il y a eu un rapport en 2001, mettre les nouvelles technologies au service du développement, où le lien direct était fait entre technologie et développement. Et puis, il y a eu les sommets mondiaux de l'ONU, en 2003 à Genève et en 2005 à Tunis, où là, eh bien, on a été beaucoup plus dans des débats sur les partenariats publics-privés. Et à ce moment-là, Kofi Annan avait expliqué qu'il y avait une coïncidence d'intérêts entre toutes les parties impliquées pour réduire la fracture numérique. Il avait dit « les entreprises peuvent faire le bien pour se faire du bien ». C'est bien. Tout ce discours a été relayé par les chefs d'État, Mandela, Konaré, Wade, après. Il y a eu quelques initiatives de coopération internationale, mais pas grand-chose. Des téléphones communautaires qui ont été globalement des échecs. Et voilà. Et donc toute cette rhétorique et toute cette activité internationale et nationale a abouti à une évolution de la connectivité internationale en général et de l'Afrique en particulier. Et on est passé très vite, en quelques années, de la pénurie à la pléthore. Vous avez la carte à gauche de l'année 2010. Vous voyez, en 2010, vous avez très peu de câbles à fibre optique le long de la côte. Le premier, c'est SAT3 qui a été posé en 2004, ensuite celui-ci, les autres, celui-là en 2009. Et
Jusque-là, il n'y avait que des satellites qui fournissaient la connectivité. Et puis, il y a eu une explosion des projets financés, cofinancés par des consortiums, Banque mondiale, BAD, Bank of China. L'IUT a préconisé, il y a eu un sommet à Kigali en 2007 pour préconiser que tout le monde s'unisse pour connecter l'Afrique. Et on est arrivé à ces réseaux qui entourent l'Afrique, qui sont très large bande et qui se font concurrence et qui sont souvent très sous-utilisés d'ailleurs aujourd'hui. Alors, des réseaux autour du continent, c'est bien, mais les réseaux dorsaux, c'est-à-dire à l'intérieur, la fibre optique, c'est important aussi. C'est compliqué dans un continent qui est très compact, c'est compliqué dans un continent aussi où il y a peu d'infrastructures sur lesquelles on peut s'appuyer. Dans les pays développés, on s'est appuyé sur les réseaux électriques, sur les réseaux d'eau, etc. En Afrique, souvent, il faut tout construire. D'ailleurs, le prix du transport terrestre est 5 à 6 fois supérieur à celui du transport maritime. Alors la couche physique, bon, c'est des tas de choses, les stations au sol qui recueillent les données envoyées par satellite, les fermes de données, tous les périphériques d'accès, les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement chez les fournisseurs, les grands points d'interconnexion des réseaux. Toute une série d'infrastructures physiques et matérielles qui sont absolument nécessaires. Donc après la couche physique, le code de la route, ce qu'on appelle l'infrastructure. C'est un peu le code de la route, c'est la couche logicielle, elle est très intimement liée à la couche matérielle. C'est en fait la grammaire de l'Internet, celle qui permet aux infos de circuler dans les réseaux. Alors là, on a un exemple d'utilisation de la connectivité internationale pour le contenu et les communications locales et internationales, et c'est le cas très généralement des pays africains où on a ce que l'on appelle l'effet trombone. Vous avez un utilisateur dans un pays et un autre utilisateur dans le même pays, pour communiquer entre eux, ils passent par les opérateurs internationaux. Par contre, si les flux arrivent de l'extérieur, ils arrivent par le biais des opérateurs internationaux jusque-là. Donc ça, c'est un obstacle qui devrait être évité s'il y a un aménagement du territoire. L'architecture d'Internet, c'est un système hiérarchisé. C'est important de savoir ça, on le sait très peu. Qu'est-ce que c'est que l'architecture d'Internet? Ce sont les backbones, ce qu'on appelle les grands réseaux. Les réseaux. Il y a les réseaux internationaux, les réseaux qui vont d'un continent à l'autre, intercontinentaux, qu'on appelle les Tier 1, les réseaux de premier niveau. Puis vous avez les réseaux de deuxième niveau, qui sont internationaux aussi, mais pour le même continent. Et puis vous avez les autres. Et ça forme un système comme ça hiérarchisé, avec très peu d'opérateurs en fait. 6 opérateurs en 2014, donc 4 sont des États-Unis, 1 de Suède et 1 d'Inde. Ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire qu'entre ces opérateurs, il y a des accords que l'on appelle de peering, c'est-à-dire des accords d'échange de données entre homologues. Ils ne paient pas, ils n'ont pas de compte entre eux. Ils estiment que la circulation des données entre eux est équivalente et ils ont des accords donc de peering. Et ces accords de peering ont permis de faire baisser les coûts de transport de l'Internet de 70% très rapidement depuis 1998. Et les coûts sont devenus négligeables. Par contre, si l'on descend aux autres niveaux, au niveau des réseaux internationaux qui sont, alors là, vous trouvez au niveau 2, vous trouvez les grands opérateurs nationaux, vous avez France Télécom, British Telecom, etc. Là, vous avez des accords de peering entre eux aussi, mais aussi des accords de transit avec les autres opérateurs. Les accords de transit, ça veut dire que le prix est fixé par celui qui produit qui donne le service, celui qui produit le service. Donc là, ça coûte plus cher. Et le problème, c'est que plus on descend dans la hiérarchie de l'architecture, on arrive à des pays comme les pays africains où vous n'avez que des accords de transit. C'est-à-dire qu'un pays africain est soumis au prix qui lui est fait par son fournisseur d'accès international. Et il ne peut pas le négocier. Donc les prix sont beaucoup plus élevés parce qu'il n'y a pas d'accord entre homologues. Ah. Pourquoi ça ne bouge plus?
J'ai un petit problème. Voilà. Alors donc, les revenus vont de la périphérie au cœur du système. Vous pouvez voir ces deux cartes, elles sont extrêmement intéressantes. Vous avez d'abord le coût de souscription pour la large bande comme pourcentage des revenus annuels dans les pays, hein, la carte du haut. Vous voyez tout de suite que les pays pour lesquels ça coûte le plus cher par rapport à leurs revenus, ce sont avant tout les pays africains. Et puis vous avez l'autre petite carte aussi, j'espère que vous arrivez à voir assez bien. Vous avez le coût d'un mois de connexion internationale avec, vous voyez, les différentes parties du monde. Vous voyez tout de suite que l'Afrique se situe en haut, que les prix, bien qu'ils aient baissé, sont encore élevés, et surtout beaucoup plus élevés que dans les autres parties du monde. Voilà. Donc à l'échelle nationale maintenant, donc, il est essentiel d'augmenter le trafic local et de le garder local. L'accès au haut débit demande une reconfiguration des territoires d'Internet parce que la distance est devenue un facteur discriminant. Donc il faudrait créer des points d'échange à l'échelle régionale, interafricaine et nationale pour échanger le trafic local sans passer par les grandes artères, donc à des prix plus bas, d'augmenter le trafic et de rentabiliser ces échanges. Alors il y a de nouveaux acteurs qui entrent en jeu. Il y en a un qui a été assez actif pendant quelques années, mais dont on n'entend plus parler. J'ai pu trouver grand-chose sur le net. C'était Afrispa, l'association des entrepreneurs locaux, qui en avait appelé aux États, aux investisseurs et à l'aide internationale. Son discours avait été porté par l'UIT pour créer avec leur soutien des points d'échange de trafic. Il faut aussi des transporteurs de données. Donc il y a beaucoup d'obstacles. Certains pays ont encore un monopole avec des fournisseurs d'accès internationaux. Puis aussi la faiblesse du trafic entre les pays. Entre 1 et 5% du trafic seulement se fait entre les pays africains, alors que le trafic sortant africain est beaucoup plus important que le trafic local, 70%. Les adresses, moi j'avais été frappé de voir que les adresses, en 2010, les adresses des ministres sénégalais étaient encore en yahoo.com, alors qu'ils pouvaient avoir des adresses en SN. Hein. Donc si les adresses sont sur les grands groupes internationaux, c'est du trafic qui sort. Et puis 90% des contenus africains sont stockés à l'extérieur du continent et aussi essentiellement dirigés vers les pays développés. Donc voilà, ça complique vraiment l'aménagement. Dans les pays développés, c'est près de 60% du trafic, par contre, qui est national. Alors, les points d'échange en 2012. Alors, où en est-on aujourd'hui? La fracture numérique en 2015. Alors, les abonnés en large bande mobile. En Afrique, ça augmente. On en est à 17,4%. Vous voyez, bon, plus faible que les autres régions du monde, mais quand même. Le pourcentage, alors ça, le pourcentage de foyers avec un accès à Internet, il est autour de 10% en moyenne. C'est faible. Les souscriptions à la ligne fixe est extrêmement faible, 0,5%. Il n'y a pratiquement plus de lignes fixes en Afrique, il y en a de moins en moins. Les anciennes lignes fixes ont été complètement négligées, oubliées et n'ont pas été, dans la plupart des pays, n'ont pas été entretenues. Et par contre, vous avez 20%, presque 21% d'individus qui utilisent l'Internet. Alors la caractéristique de l'Afrique, vous le savez, c'est que l'Afrique, c'est le continent du seul mobile. Et ça, c'est une particularité par rapport aux autres parties du monde, en particulier par rapport aux pays développés. Les activités qui ailleurs sont avec des ordinateurs portables se font avec les téléphones. Voilà le taux de pénétration pour 100 habitants de 2005 à 2013. 15, j'aurais pu prolonger, c'est pareil. Vous avez une montée exponentielle des abonnés au téléphone mobile. Les abonnés au téléphone fixe en bleu, c'est presque plus rien. Les abonnés à la large bande fixe, c'est très faible. Les utilisateurs d'Internet, ça augmente, vous voyez. Donc, abonnés à la large bande mobile augmente aussi. Donc, vous avez les chiffres avec la progression. Vous voyez donc que c'est essentiellement le téléphone mobile qui domine et l'accès à Internet grâce au téléphone mobile. Alors, la large bande, c'est surtout à partir de 3G,
mais les pays sont en train de s'équiper en 3G, en 4G, il y en a très peu, et c'est surtout, on utilise surtout la 2G, dont on ne peut pas dire que ce soit vraiment du large bande. Alors, c'est quand même le second plus important marché pour le mobile après l'Asie. 1,4 milliard d'habitants en 2014, 1,2 milliard de cartes SIM. Mais il y a plusieurs cartes par utilisateur en général, parce qu'il n'y a pas toujours des accords d'échange entre les opérateurs et qu'il y a des téléphones, en particulier chinois, où vous pouvez mettre plusieurs puces, plusieurs cartes SIM. Donc on estime qu'il n'y a que 49% d'utilisateurs. 49, on est à peu près 49, 50% d'utilisateurs de la téléphonie mobile en Afrique aujourd'hui. C'est quand même la croissance la plus forte au monde, hein, mais la moitié des habitants ne sont toujours pas abonnés au téléphone mobile, et puis un tiers des habitants ne sont pas couverts par un réseau d'accès. Donc Internet mobile, il est émergent. Moins d'un quart utilisent le haut débit. Et 86% des connexions sont à travers des réseaux 2G, 14% seulement de connexions 3G. Mais on estime qu'en 5 années, le trafic va doubler. Le trafic de la voix, explosion du trafic des données, sera multiplié par 20, un ratio double de celui du reste du monde. L'Afrique, c'est vraiment le continent de la croissance du mobile et de l'Internet. Donc l'Afrique, c'est un nouvel Eldorado des smartphones, un nouvel Eldorado pour les opérateurs. Enfin, ça fait un petit moment, mais ça se confirme. Voilà. Si, à condition qu'il y ait une baisse des prix des terminaux, on arrive à des terminaux à $20, la vitesse accrue de transmission, elle va être en forte progression. Alors la banque mobile qui se développe, le M-Banking, ça permet aussi de progresser. Et est-ce qu'il ne faudrait pas redonner de l'actualité au réseau linéaire en Afrique? Alors, les situations nationales sont très contrastées, vous voyez, hein, entre l'Éthiopie qui a 28% d'utilisateurs Internet, et ça c'est par rapport aux cartes SIM, hein, et l'Afrique du Sud 162, bon, des situations extrêmement contrastées avec ce que j'avais un peu au début de mes recherches, l'arc du vide, on retrouve toujours les mêmes pays du Sahel jusqu'à la RDC qui sont toujours les moins équipés, puis l'Éthiopie. Alors, en novembre 2015, voilà les 10 pays les plus top 10 hein, en Afrique: le Nigeria, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Algérie et la Tunisie. La carte montre aussi de très fortes inégalités. Bon, je n'insiste pas. Il y a aussi une très grande disparité hein, entre les pays, on l'a vu aussi à l'intérieur du continent. À l'intérieur du continent, voilà, vous avez là la valeur comparée de l'IDI. Alors l'IDI, c'est une mesure par l'UIT un panier qui mélange l'accès Internet, l'accès au téléphone mobile, le nombre d'ordinateurs par famille, les capacités de l'utiliser, etc. Et voilà donc ces valeurs comparées pour 2015 pour l'Afrique. Entre la République centrafricaine et Maurice, vous voyez. Donc le niveau des pays développés, le niveau du monde. Et en Afrique, la plupart des pays quand même sont au-dessous du niveau moyen. Le produit intérieur brut par rapport à la densité mobile, on trouve le Gabon, Maurice, l'Afrique du Sud, le Mali est pas mal équipé, bon, et avec un produit intérieur brut faible, voilà. Alors, qu'en est-il des stratégies d'acteurs? En fait, on est sur des marchés qui sont non compétitifs, trop chers et mal régulés. 10 ans après la libéralisation du secteur, alors c'était ouverture des opérateurs historiques, organes de régulation, ouverture sur la téléphonie mobile. En fait, une vingtaine d'États sur 54 détenaient encore le monopole des opérateurs historiques de télécommunications. Je ne sais pas trop où on en est aujourd'hui, mais il y a encore des États qui détiennent le monopole. En fait, les États ont été réticents à suivre les injonctions de la Banque mondiale et de l'OMC. C'était pour eux une véritable révolution culturelle. Ils avaient leurs opérateurs historiques qui étaient vraiment des sources de revenus importantes, voire les premières sources de revenus extérieurs pour beaucoup d'États. Et il a fallu changer complètement de perspective et ouvrir
ces organismes, sous l'injonction très forte de la Banque mondiale et de l'OMC. Et aujourd'hui, pour 88% des opérateurs télécoms, les organes de régulation en Afrique ne sont pas suffisamment forts et donc indépendants. Ils sont souvent très liés à l'État et aux anciennes sociétés de télécommunications. La plupart des ventes des opérateurs historiques ont été faites à des investisseurs stratégiques étrangers. Mais ça n'a pas été simple. Pour les pays pauvres, vous aviez 25 000 lignes au Burkina Faso. Ce n'est qu'en 2006 que Lonatel a été privatisée, ouverte. En 2009 pour Malitel, acheté par Maroc Télécom, par exemple. Aujourd'hui, c'est un marché de plus de 100 milliards de dollars. Mais selon Orange, ce qui est embêtant, c'est que le revenu par client est en baisse. Alors, il faut trouver des nouveaux systèmes pour continuer à faire du profit. L'Afrique, c'est un relais de croissance pour les opérateurs, pour les acteurs européens. Alors, les opérateurs des pays émergents, l'Afrique du Sud, MTN, le Koweït, les Émirats arabes unis, ont fait depuis quelques années une vraie percée aux dépens des grands acteurs habituels originaires du capitalisme du Nord. Le Portugal Télécom a quitté le continent, par exemple. Les 5 plus grands opérateurs, MTN, Vodafone, Orange, vous les avez là, ont la moitié du parc des cartes SIM. Et MTN, l'opérateur sud-africain, a 18% lui tout seul, avec plus de 220 millions d'abonnés. France Télécom est très impliquée en Afrique. Alors j'avais une carte, je ne l'ai plus. Elle fait partie des investisseurs stratégiques avec une présence dans 19 pays et près de 4 milliards de revenus. Alors la Chine a un rôle important, mais pas tellement en ce qui concerne les réseaux et les sociétés mobiles, mais davantage sur les outils, les équipements. Ils sont très forts, ils ont dépassé aujourd'hui Samsung, par exemple, pour les téléphones. Ils arrivent à faire des téléphones aussi performants que Samsung, par exemple, en particulier avec la marque Huawei, et avec aussi une politique tarifaire très agressive, des prêts de la Banque de Chine sous conditions d'achat à des fournisseurs chinois. Ils ont en particulier quand même permis le développement de la téléphonie mobile de la voix avec des petits appareils aussi pas chers du tout au début. Mais maintenant, leurs smartphones sont extrêmement performants. Les opérateurs, ils ont dû changer un peu de métier. Ils sont allés jusqu'à s'intéresser aux usages, ce qui n'est pas très rentable, mais ça c'est plus pour être présent, pour ménager l'avenir, quitte à évincer certains petits opérateurs locaux. On peut en reparler. Alors, voilà, aujourd'hui on a un marché des télécoms en phase de concentration. Vous avez sur ce graphique les revenus des principaux opérateurs et la part dans les revenus globaux. Le plus important, vous voyez, c'est MTN, qui est situé un local player, MTN, Etelisat des Émirats arabes unis, STC, c'est aussi les Émirats, je crois, je ne sais plus. Et puis les autres qui sont extérieurs, Orange, l'Indien Bharti, Vodafone, Millicom. Alors voilà quelques exemples de leurs revenus. 10 milliards d'euros pour MTN, à peu près 10 milliards pour Etelisat, etc., etc., 4 milliards pour Orange. Et si on regarde, je ne vais pas tout mettre, mais la progression de leurs revenus, en général, les revenus continuent quand même à progresser. Voilà. Donc ce sont les principaux opérateurs de des télécommunications, du téléphone mobile et d'Internet. Alors, comment ça s'est passé à l'échelle locale? À l'échelle locale, on a eu des formes d'appropriation particulières de l'Internet et du téléphone mobile. D'abord, la pénétration de ces outils, des TIC, c'est un phénomène hyper-urbain. Vous avez des territoires lacunaires, des hypercentres connectés, des périphéries rurales oubliées. Alors, pendant quelques années, la DSL s'est développée dans certains pays assez bien équipés, au Sénégal par exemple. On avait véritablement un encastrement des cybercafés dans la ville. Le cybercafé était aussi commun que le kiosque à paille. Il y en avait partout, des petits cybercafés dans tous les coins. Mais dans d'autres zones, de plus petites villes, il y a un problème d'application. Bon. En fait, ce modèle africain d'accès à Internet, il est en train de disparaître. C'était quoi? C'était l'ordinateur personnel pour les privilégiés, c'est une très mince élite, ça on le sait. C'était donc cet accès partagé. Un accès partagé dans les cybercafés. Et la création des cybercafés, ça a donné
toute une économie de petites entreprises en ville, dans les zones les plus rentables, et c'est devenu vraiment les nouveaux marqueurs du paysage. Il y en avait vraiment partout, des centaines. Au Burkina Faso, dans les années 2006, 2007 encore. Au Mali, il y en avait à Bamako, il y en avait près de 300, on a fait des enquêtes. Et aujourd'hui, beaucoup de ces cybercafés ont disparu. Ils ont disparu pourquoi? Parce que les gens maintenant, pour la première fois de leur vie et de leur histoire, ont entre les mains un outil personnel, individuel, interactif, qui est le téléphone mobile. Il y a aussi le modèle des télécentres communautaires, ça a été porté par l'aide internationale au début. Ça a été intéressant, j'ai fait des enquêtes dans les années 2006-2007 en RDC pour la coopération française et au Burkina Faso. C'était vraiment des petits centres qui étaient intéressants pour surtout faire connaître Internet, mais ils ont à peu près tous disparu, il en reste très peu dans les petites villes, étant donné les coûts, étant donné surtout la concurrence de cet outil individuel. Le constat est plutôt un échec global. Une autre caractéristique, c'est la médiation, qui a fait que ces cybercafés, ces accès publics mutualisés, ces accès privés mais mutualisés au marché, c'était, vous alliez dans un cybercafé, vous aviez toujours quelqu'un qui peut vous aider pour faire l'interface entre vous et l'outil. Il y a aussi des marchés de l'occasion, ça c'est très important. La téléphonie mobile, l'Internet, enfin téléphonie mobile surtout, se sont développés grâce à des marchés de l'occasion. Marchés de l'occasion pour l'achat de matériel. On a encore, je crois, à Dakar, je ne suis pas allée depuis 2012, ça existait encore en 2012, c'était, je ne sais plus combien, 70, je crois, petites boutiques, petits kiosques, où on vendait des téléphones et tous les accessoires qui vont avec, à des prix défiant toute concurrence. Vous trouviez du téléphone chinois de premier niveau au téléphone Samsung ou iPhone le plus sophistiqué. Et vous aviez aussi des possibilités d'abonnement, en particulier des abonnements étudiants que l'on vous accordait sans trop vérifier les cartes. Enfin, tout un système, une économie de l'occasion et de l'informel s'était créée à partir de ces outils. Mais aujourd'hui, donc, il y a une très forte régression de cet accès public vers un modèle plus individualiste. Alors, le miracle de la téléphonie mobile, il est lié donc à l'arrivée de téléphones bon marché, à un marché de l'occasion dynamique, mais surtout aussi à une offre des opérateurs qui s'est adaptée aux manières de faire des usagers. Au début des années 2000, vers 2003, 2004, les opérateurs de télécommunications, ils ont changé complètement de modèle économique. Avant, moi je me rappelle quand j'ai commencé à travailler avec eux, ils disaient mais bon, le téléphone mobile, c'est pas pour les Africains, ils sont trop pauvres, etc. Vous savez, cette façon de penser. Et ils ont été très étonnés parce qu'il y avait un vrai appétit pour le téléphone mobile. Ils ont fait faire des recherches par des anthropologues, des sociologues. Ils se sont aperçus qu'on pouvait étendre le marché si on étendait la couverture. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont étendu la couverture, ils ont baissé les prix, et comme ça, c'est ce qui a permis le boom considérable de la téléphonie mobile. Et aussi, ils ont sous-traité les services. Plein de petites boutiques se sont créées pour vendre des cartes, etc., en indirect, avec des petits opérateurs indirects. Et cette offre des opérateurs, elle s'est adaptée aussi, en ce qui concernait les systèmes, aux manières de faire des usagers. C'est-à-dire que les gens cherchent à dépenser le moins possible. Et il y a des systèmes, par exemple, on bip quelqu'un. On bip quelqu'un, on lui envoie un signal, c'est comme si on lui tapait sur l'épaule, et ça marche. On essaie c'est à qui paiera et à qui ne paiera pas. Il y a ça. Il y a aussi des choses utiles sur un téléphone, c'est la lampe. Au Burkina, dans les années 2006-2007, il y avait un téléphone qu'on appelait Parcelle Asseni, parce que c'était le nom d'un quartier, il n'y avait pas de lumière, ça permettait d'aller dans ce quartier. Et voilà, donc toutes sortes de petites... Il y avait aussi... on se groupait pour utiliser le téléphone, et les opérateurs ont utilisé ces systèmes. Il y avait des systèmes possibles d'échange de crédit, d'échange de crédit sur le téléphone, de transfert d'argent. Ça, le transfert d'argent, ça a très bien marché. Ça se faisait avant que l'opérateur kényan ne s'en occupe et crée le premier système de M-Banking qui après a fait florès, que les gens pouvaient se servir du téléphone mobile
pour s'il y avait un petit opérateur qui était là, parce que le téléphone mobile aussi, on s'en servait en accès. C'était pas indispensable d'avoir un téléphone soi-même. On trouvait des gens qui allaient vous louer un téléphone et vous permettre de téléphoner. Il y avait des petits kiosques, par exemple au Cameroun, je ne sais pas s'il y en a encore autant. J'y suis allée pourtant en 2011. En 2011, il y avait partout des petits kiosques où on pouvait vous louer un téléphone et vous pouviez téléphoner. Et vous pouviez donner de l'argent à un opérateur qui était ici, et un opérateur du village de votre cousine de l'autre côté pouvait recevoir l'argent sur un système de compensation, etc. Et donc l'échange de transfert d'argent existait déjà par téléphone, et entre les immigrés aussi, entre nord et sud. Et donc les opérateurs ont utilisé ces systèmes, ils ont su s'adapter aux manières de faire des usagers. On avait typiquement dans ces systèmes qu'on a pu appeler l'innovation par l'usage, dont parle Michel de Certeau. Innovation par l'usage, par le bas. Là, le contexte local a formaté l'usage du téléphone. Et le téléphone, il est devenu partie intégrante de la vie des individus. Donc, ça a été générateur d'une économie informelle multiforme. Il me reste combien de temps 3 ou 4 minutes. Bon, alors je passe. En perspective. Alors, aujourd'hui, on a une évolution de la demande. Quel sera son impact sur les usages d'Internet? On a une population jeune, avec 2,3% de croissance annuelle. Une population plus urbanisée. 450 millions d'Africains en milieu urbain. 40% de la population. 3% il y a 50 ans. 744 millions en 2030. Une population plus urbanisée. Une population aussi plus éduquée, plus connectée, plus entreprenante, un peu moins liée à l'État, avec un niveau de vie qui s'améliore. On parle beaucoup des fameuses classes moyennes en Afrique, avec aussi une nouvelle mentalité. Alors, en ce qui concerne les classes moyennes, une étude, la McKinsey Global, estime que en 2020, il y aura 128 millions de personnes en Afrique qui auront des revenus dits discrétionnaires, c'est-à-dire de plus de 5 000 $ par an, donc capables d'être des consommateurs émergents, des consommateurs de classe moyenne. Voilà. Ce graphique est intéressant pour voir l'évolution de cette classe moyenne et de cette tranche de revenus des ménages. Et c'est cette partie de la population qui est visée, évidemment, par les opérateurs. Mais bon, ils vont plutôt cibler la nouvelle clientèle jeune attirée par l'Internet. Alors, les usages les plus courants, vous les voyez. Facebook est un des premiers usages. 41%, vous voyez les chiffres, je ne m'y étends pas. 51,5 millions d'utilisateurs de Facebook, 30% des utilisateurs d'Internet sur le continent. C'est énorme. Très souvent, Facebook, c'est la première interface de communication. Mais alors, pour les jeunes, oui, mais vers le web mobile pour tous, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'obstacles, il faut des investissements lourds, le coût de la bande passante est élevé, il y a un faible niveau d'alphabétisation, les marchés cibles sont quand même réduits, et puis aussi il y a un manque de collaboration entre tous les acteurs impliqués. Souvent aujourd'hui, il y a une mauvaise qualité de la réception, il y a une certaine saturation dans les centres-villes, en fait par manque d'investissement adéquat. Parce que mettre de la 3G, même de la 4G, oui, mais il faut aussi que d'autres investissements suivent, et c'est tout un écosystème à construire. Quelle solution pour retrouver... Alors, le grand souci des opérateurs, j'avais fait une étude pour eux, pour l'UIT, l'idée c'était, comment est-ce qu'on va pouvoir renouveler le miracle de la voix pour les données? Alors, baisse des prix des appareils intelligents, alors, des initiatives comme l'accès gratuit pour des bouquets de services sont des conditions favorables, mais ça pose des questions très complexes. Les services mobile for development restent aujourd'hui des niches, sauf le M-banking. Il y a eu plein de choses sur la santé, sur l'agriculture, c'est pas très très probant. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une synergie entre tous les acteurs pour un déploiement des réseaux, des équipements nécessaires aux entreprises, raccordement optique, etc. Il faut de très gros financements et la création en fait de tout un système à mettre en synergie entre en fait les entreprises et les pouvoirs publics. Il faut des capacités pour financer des investissements lourds. Il faut des investissements lourds pour la 3G, 4G. Il faudrait mutualiser les infrastructures des stations. La formation initiale et continue des personnels est importante. Et puis, il faudrait des synergies avec les programmes d'accès à l'électricité. Et il faudrait aussi l'importance d'une régulation stable et équilibrée qui trouve une bonne articulation entre les politiques de concurrence. Aujourd'hui, c'est la concurrence qui marche, c'est la loi du plus fort,
et le soutien aux investissements et à l'innovation. Alors le risque que je pense, moi ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'il y ait un risque d'abandon des pauvres par les opérateurs. Ce changement de modèle économique qui leur a permis de s'étendre et d'étendre leurs clients, eh bien, ils sont en train de l'abandonner. On s'aperçoit que la qualité du réseau est souvent mauvaise pour les gens qui n'ont qu'un téléphone, un petit téléphone pour la voix. Les pauvres, c'est encore 60% de la population. Pour eux, les dépenses de téléphonie sont extrêmement importantes. Vous voyez le tableau là en bas. La majorité des foyers africains en 2013, par niveau de pauvreté, ont des téléphones mobiles. Souvent, on peut se priver de manger à midi pour avoir des crédits sur le téléphone. En fait, les pauvres, ils ont été les moteurs du miracle de la téléphonie mobile, par leurs pratiques innovantes pour minimiser leurs dépenses, par la prise en main par les petits opérateurs du secteur informel, par l'adaptation des offres des opérateurs. Bon. Mais voilà, le changement de leur stratégie risque de marginaliser les plus pauvres. C'est une crainte. Alors, je voudrais vous lire pour terminer. J'ai encore 1 minute? Ou c'est trop tard? Je pense que vous l'avez. Je la lis ou pas? Bon, voilà, vous les avez là, j'aime bien ça. C'est en étant connectés au monde entier que nous avons compris que nous devions nous battre. C'est un texte de Fadel Barro, journaliste sénégalais, coordinateur du collectif Y en a marre. Je lis la deuxième partie. Nous qui n'avons connu ni l'esclavage ni la colonisation, nous voyons le monde d'égal à égal. Nous traitons avec qui nous voulons en restant nous-mêmes. Nous avons compris que nous ne sommes pas les damnés de la terre, que la démocratie et le développement ne sont pas une affaire de génétique mais d'organisation, de gouvernance. Ce changement de regard sur nous-mêmes, nous le devons à l'éducation et aux technologies du XXIe siècle. C'est en étant connectés au monde entier que nous avons compris que nous devions nous battre. Voilà. Voilà, je vous propose maintenant de passer au temps des questions après ce panorama extrêmement large, puisqu'on a parlé d'infrastructures, on a parlé de logiciels, on a parlé d'habitudes de vie, on a parlé de stratégie d'opérateurs, on a parlé de perspectives. Voilà, pour ne citer que certains des nombreux aspects que vous avez abordés. Donc il y a sans doute des questions maintenant dans la salle. Qui veut se lancer? Bonjour. Oui, je voulais savoir pourquoi, justement, si vous pouviez développer, s'il vous plaît, pourquoi avoir abandonné les pauvres au profit de plus d'autres opérateurs ayant d'autres stratégies, s'il y a toujours un marché Oui, c'est que le marché de la voix, il est pas très très intéressant. Le marché de la voix, c'est aussi, j'ai oublié de le dire, le marché du SMS. Les gens, même s'ils ne savent pas écrire, ils savent utiliser certaines petites formules, utilisent énormément le SMS. Souvent, le SMS, c'est gratuit. Les opérateurs se sont rendus compte qu'ils perdaient, que leur bénéfice par client diminuait. Ça s'appelle leur ARPU. Ça diminuait. Ça diminuait assez considérablement. Donc, il faut trouver des manières de gagner et de faire plus de profit. Et ce n'est pas avec les plus pauvres qui cherchent à minimiser leurs dépenses qu'ils vont le faire. Donc c'est plutôt pour ce qui concerne les données, la frange de population plus aisée qui va pouvoir s'acheter des téléphones mobiles, les utiliser, aller sur Internet, etc. C'est ça. Oui, bonjour, merci. Je voulais vous poser une double question. D'une part, est-ce que la régionalisation africaine ne pourrait pas être une réponse, si vous voulez, à une organisation en matière téléphonique? Je pense en particulier à l'Afrique de l'Est, qui maintenant est en train de créer un très grand marché. Et d'autre part, ce que vous venez de décrire et ce que je lis a aussi quelque chose de très inquiétant, parce que, avec ce que vous venez de nous dire, ça ne risque pas de creuser un écart encore plus abyssal entre les plus pauvres et les classes moyennes plus, si on investit les sommes que vous avez dites dans des choses qui... Alors, je veux bien que ce soit essentiel, mais ce ne sont peut-être pas si évidentes que ça pour des gens qui ont des problèmes basiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est bien le risque, cet abandon des plus pauvres et d'une catégorie importante de la population. En ce qui concerne la régionalisation, c'est une question fort intéressante. Alors, je ne connais pas l'Afrique de l'Est, mais j'avais travaillé en Afrique de l'Ouest pas mal sur le Mali.
Et dans les années... c'était à quel moment exactement? 2005, 2006, oui. Il y avait eu la pose du câble SAT3, le premier câble qui contourne l'Afrique. Ce câble SAT3, il est détenu en particulier par France Télécom, Orange et la Sonatel, la Société nationale des télécommunications du Sénégal, qui est devenue Orange aujourd'hui. Et la Sonatel Orange a tiré un câble dans le fleuve Sénégal, le long du fleuve Sénégal, pour aller vers le Mali, à partir du point d'atterrissement de Dakar. Et il y avait une vingtaine d'opérateurs Internet à l'époque. Ces opérateurs Internet se sont énormément plaints d'une stratégie d'Orange qui était extrêmement dominante et qui avait, pour l'opérateur malien, c'était Icatel, ils possédaient aussi Icatel, ils faisaient des prix beaucoup plus bas que les petits opérateurs locaux qui, eux, se battaient pour avoir des clients. Et ils en avaient appelé à l'UEMOA en disant ce sont des infrastructures structurantes, c'est le cas de dire, pour la région, hein, pour notre région ouest africaine, l'UEMOA. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pris en main, ces infrastructures, par ces organisations internationales, régionales? Bonne question. C'est des questions qui ont été posées au SMSI aussi en 2003, en 2004. Qu'est-ce qu'on a vu depuis? Le marché a été intégralement pris par des opérateurs de télécommunications et des banques. Et on ne parle plus d'accords régionaux, pas à ma connaissance. Et il reste au Mali, à part Icatel, je crois qu'il reste 2 ou 3 opérateurs Internet. Tous les autres sont morts. C'est vrai que voilà, ces infrastructures étaient à vocation régionale, tout à fait. Oui, bonjour. J'ai une question concernant, ce qui reprend un peu ce que vous dites, concernant l'exemple de l'Inde, où Nokia notamment a développé des applicatifs pour aider non pas les personnes individuelles, mais plus les agriculteurs, les corporations, les choses comme ça. Donc est-ce que ça reprend un peu ce qu'on venait de dire? Est-ce qu'il n'y a pas d'exemples comme ça qui pourraient faire qu'on s'éloigne des utilisations individuelles plus vers des utilisations qui répondent aux problématiques vraiment de l'Afrique au niveau agriculture, santé et autres? Alors bon, ça existe bien sûr, hein. Il y a eu des programmes. J'étais à l'IDAT il y a 3 semaines et il y avait des opérateurs qui étaient là qui montraient c'est toujours des projets pilotes. Le problème, c'est le changement d'échelle pour tous ces projets. Il existe une multitude de projets aujourd'hui, effectivement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. En particulier dans le domaine de l'agriculture, sur le recueil des prix sur les marchés. On s'abonne à une société, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, société au Sénégal, qui a été la première à faire ça, qui avait eu même un prix au SMSI en 2003. Pas de Sénégalais ici? Non. C'est un peu ancien, peut-être qu'il a oublié lui. Et donc, c'était un système de recueil des prix sur les marchés qui était transmis par système WAP, sur les téléphones portables des abonnés. Mais c'était très compliqué. Je ne sais pas si ça continue parce qu'il faut une fiabilité des gens qui recueillent les données. C'est tout un système à installer qui n'est pas simple en fait. Système de recueil des données constant sur les marchés pour pouvoir comparer les marchés, comparer les prix et arriver à de meilleurs prix, à peser sur les prix. Donc, il y a sans doute des choses qui existent et qui marchent bien. On parle aussi du système Pesinet. Pesinet, c'est un système de pesée des bébés régulier où les poids des bébés sont enregistrés, etc. Ça semble continuer un petit peu. Mais quand on regarde vraiment, ce sont de petites choses et c'est assez compliqué. Il y avait une étude aussi sur des systèmes de santé où il y avait beaucoup d'obstacles au niveau du personnel de santé, parce que ça crée plein de problèmes, de changements d'optique, de changements dans les hiérarchies de pouvoir, etc. C'est assez compliqué. Tous ces projets de mobile for dev. Mais bon, ça peut continuer, ça peut exister. Mais je ne crois pas que ce sera ça qui va vraiment récupérer les gens les plus pauvres. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Je viens de Dakar au Sénégal et je voudrais demander si
les États africains ne sont pas exposés par la mainmise des États-Unis et de quelques pays occidentaux sur l'Internet et le cyberespace de façon globale, par rapport à l'exploitation du flux d'informations qui est généré au niveau de ces pays. Exploitation ? Oui, je dis, est-ce que les pays africains ne sont pas exposés parce qu'il y a la mainmise des États-Unis et de certains pays occidentaux sur l'Internet et le cyberespace de façon globale, parce qu'ils peuvent être source, en tout cas faire l'objet d'exploitation des flux d'informations et d'espionnage. Ah, ça c'est vous qui le dites, hein. C'est à vous de le voir. Il y a des entreprises quand même. Bon, à Dakar, il y a un milieu. J'ai pas eu le temps de parler des milieux quand même développés de l'internet, d'entreprises qui sont assez pionnières d'innovation. Il y a beaucoup aussi d'innovation. Il y a quelques entreprises qui marchent, qui sont performantes et innovantes. Il y en a quand même quelques-unes. Bon, c'est à eux c'est aux Africains de régler le problème. Excusez-moi, j'ai posé cette question parce que là où je travaille, il y a certains types d'informations, quand on veut les envoyer, on nous dit d'utiliser les adresses email qui se terminent par .sn au lieu d'utiliser yahoo.fr, yahoo.com. D'accord. Pas d'autres questions. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est bon ? Bon. Écoutez, je pense qu'il est temps de clore beaucoup. cette conférence. Merci à vous. Au revoir.